Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 12 février 2025 et nous sommes mercredi, troisième jour de la semaine. Bienvenue à chacun et à tous dans votre matinale 5 sur 7 matin. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est mercredi et vous savez que mercredi, nous parlons économie. Nous parlons économie et aujourd'hui, nous parlerons beaucoup plus investissement privé dans notre pays. Oui, vous savez, un pays ne peut se développer en comptant seulement sur les investissements publics. Il faut des opérateurs économiques, il faut des privés pour mettre la main à la pâte, pour investir dans divers secteurs pour que le pays décolle véritablement. Comment fonctionne l'investissement privé? Comment est-ce que l'on peut le booster? Nous allons en parler. Quelles sont les règles auxquelles répondent les investissements privés dans notre pays? Nous allons parler de tout ceci, mais pas sans avoir fait un tour chez le sage. Et puis, pas sans non plus vous avoir posé la question de savoir justement comment est-ce que, selon vous, l'on peut promouvoir l'investissement privé dans notre pays. Mesdames, Messieurs, avant de dérouler tout ceci tout au long des 2 heures qui nous attendent, nous commençons par le premier rendez-vous de l'information et c'est tout de suite avec Marcel Rossi. Marcel Arossi, bonjour. Alain, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue donc au premier grand format de l'actualité sur Bénin Télévision. Sortie médiatique des députés du groupe parlementaire Les Démocrates dans l'après-midi d'hier à Cotonou. Principaux sujets évoqués, l'interdiction le week-end dernier de plusieurs manifestations LD par des autorités locales. La question du 3e mandat qui agite l'opinion s'est aussi invitée. Ici, vous suivrez un extrait. La Constitution révisée de novembre 2019, la charte des partis politiques et le statut de l'opposition autorisent-ils un maire à interdire une manifestation d'un parti politique régulièrement constitué? Bien au contraire, de façon constante, tous ces instruments juridiques consacrent la liberté d'expression et surtout garantissent le rôle des partis d'animer la vie politique. Comment un parti politique peut-il animer la vie politique si de manière systématique, ces manifestations sont interdites sans justification? Conformément à la charte des partis politiques, le Parti Les Démocrates est un parti régulièrement constitué et est aujourd'hui crédité de 28 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas une obligation légale pour le député de rendre compte au mandant par le biais des séances de reddition de comptes? La Constitution dispose que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et animent la vie politique. Comment concourir à l'expression du suffrage lorsqu'on est empêché d'entrer en contact avec les populations et les militants? Pendant qu'il est interdit aux députés du Parti Les Démocrates ainsi qu'aux militants d'animer la vie politique, il s'observe les partisans du chef de l'État à l'intérieur du pays qui, pour vanter les mérites du régime de la rupture, qui pour jeter de l'opprobre sur l'opposition, qui d'autre pour demander un 3e mandat inconstitutionnel au profit du président Patrice Talon. À ce propos, les autorités judiciaires devraient se saisir de cette violation publique de la Constitution notoirement constitutive de troubles à l'ordre public. Le Parti Les Démocrates demande au chef de l'État de rappeler à l'ordre les maires, les préfets et la police républicaine pour que cessent ces actes de violation de nos libertés fondamentales. Et au-delà des angoisses suscitées par les débats agités dans l'opinion sur un 3e mandat anticonstitutionnel, des réflexions fusent pour que les Africains conçoivent in fine des régimes démocratiques plus stables comme en Europe et en Asie, pourquoi pas, ainsi que le souhaite le coordonnateur du Collège des ministres conseillers. On écoute Janvier Yawedéou. Nous avons réussi, comme disait le professeur Devoe-Djere, avec la fatalité. Nous sommes passés de Cototrou à Cotopavé. Et un monsieur est venu, un homme, je dirais, providentiel, qui s'appelle Nicéphore Souglo, qui en 5 ans a redressé ce pays. Et on est passé
Si je prends le cas du coton, on est passé de 90 000 tonnes en 1990 à plus de 350 000 tonnes en 1996. Le Bénin a changé. Le monsieur a tellement travaillé qu'on a surnommé Hercule. Mais par quel phénomène les Béninois ont pu chasser un président du genre pour ramener la mafia au pouvoir? Sous Soglo, la Sonapra contribuait au quart du budget national. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette Sonapra-là, les copains du chef de l'État vont prendre le coton à 0 francs à Sonapra, ils vont vendre et les plus sérieux viennent retourner les sous après. Mais il y a un monsieur qui, à lui tout seul, a acheté pour 14 milliards à la Sonapra, n'a jamais payé, jusqu'à aujourd'hui. Et pour sauver la campagne, le président Yaïboni a dû décaisser 11 milliards du trésor public pour pouvoir payer les transporteurs et autres et sauver la saison. Est-ce que vous vous rappelez, quand pour couvrir le vol, le bureau du ministre, on l'incendie. Le bureau du directeur financier, on l'incendie pour faire disparaître toutes les preuves. Et vous vous rappelez, nous avons réussi à soulager les caisses de la Sodacop de 16,6 milliards dans ce pays. Et lorsqu'on a fini de faire tout ça, on est passé d'un pays qui décollait et on revient à un pays qui recule. C'est pas honteux? Pour moi, c'est honteux. Dans ce pays, la douane a arrêté un ministre à l'aéroport avec une somme de 900 millions. Le peuple s'écrie et le chef de l'État vient gaillardement à la télévision. Dit, mais pourquoi vous parlez de ça? Quelqu'un a perdu son argent. C'est pas honteux ça. Un Français qui a l'habitude de venir voir la belle famille, qui a mis 4 ans avant de revenir. Il me voit, ça fait à peu près 8-9 mois, et il dit, mais Janvier, votre président, vous êtes sûr que c'est un homme, celui-là? Je dis, mais non, c'est un extraterrestre. On ne peut pas construire un pays de cette manière en si peu de temps. Et c'est quand il s'est expliqué, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais on ne peut pas avoir la chance d'avoir un bâtisseur. Si nous remontons un peu en arrière, vous aurez dit la même chose pour Yaïboni par le président? Et pourquoi? Jamais. Mais attendez. Alors comment faire alors dans ce cas de figure? Tous les scandales que j'ai dénoncés, c'est sous qui? Très bien. Alors donc vous comprenez le risque, la raison fondamentale pour laquelle un peuple ne peut pas confier son destin à un homme qui bénéficie d'un système qui lui donne la longévité au pouvoir ad vitam. C'est-à-dire qu'il emprisonne ce peuple. J'ai expliqué. Dans une impasse. Le système chinois est exceptionnel. Cette Chine ne connaît pas de démocratie. La Chine a choisi son modèle. À présent, une initiative de pacification sociale portée par la chefferie traditionnelle, une tournée de sensibilisation pour la paix et l'unité nationale au Bénin. En prélude, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Déoumalé, est allé à la rencontre des initiateurs, des dignitaires et sages du département du Koufo, avec à cœur le souci d'appréhender et de débattre dans la sérénité des lois électorales. Samirat Tchabimani. Au fait, le Bénin est un et indivisible. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser le code électoral pour entraîner la jeunesse dans une rébellion, dans un incivisme qui ne dit pas son nom. Ils estiment qu'en l'état, le code électoral est chrysogène et que si on va aux élections avec ce code, il y a des possibilités qu'il y ait des affrontements. Et ils tablent sur 2 aspects. Le parrainage est une mesure exclusive, que les 20% sont taillés sur mesure. Alors, si vous avez des répondants, des élus qui proviennent de plusieurs départements, ça prouve que votre parti politique a une envergure nationale. Il n'est même pas question de 20% de ceux qui sont en âge de voter, ni de 20% de ceux qui détiennent les cartes d'électeurs. C'est 20%
de ceux qui ont exprimé valablement leur suffrage. Nous avons voulu d'abord nous entretenir avec les dépositaires du patrimoine culturel. Ils ont pris des engagements fermes à nous accompagner dans la recherche de la paix et de la quiétude, surtout en période électorale. Lorsque vous vous mettez au travers de la loi, vous serez sanctionné. Donc il n'est pas question qu'on aille aux élections avec des troubles. Le Bénin accueille du 13 au 15 février prochain des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique. La 36e édition des journées annuelles du Club des dirigeants bancaires et d'Afrique prend ses quartiers à Cotonou avec le partenariat du FAGAS. Le président de ce regroupement, lui-même dirigeant d'un groupe bancaire, annonce l'agenda de Cotonou. On l'écoute sur une séquence proposée par Fifame Salomé Ataligi. Nous allons organiser les 36e journées annuelles du Club des dirigeants de banque en association avec le FAGAS. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le Dr Yambay et toute son équipe pour la détermination et l'engagement qu'ils ont mis pour organiser avec nous ces journées annuelles du club sur un thème extrêmement important et qui intéresse directement nos membres. Et dont le titre est évocateur, c'est « Naviguer vers l'avenir, les banques face à tous les défis et enjeux en matière de mutation à la fois numérique, climatique, sociale et environnementale et organisationnelle auxquelles vont être confrontées les banques africaines. » Et donc l'objectif pour nous dans ces journées d'études, c'est de faire en sorte que tous nos membres qui viennent d'horizons divers et de géographies diverses, à la fois d'Afrique francophone, d'Afrique anglophone, etc., et qui sont très diversifiés également du point de vue taille, des banques individuelles ou des représentants de groupes sous-régionaux, régionaux bancaires africains. Le but, c'est d'avoir des regards croisés, des regards différents sur des problématiques communes. Et l'objectif principal pour nous, c'est d'essayer de, face à tous ces défis, face à toutes ces problématiques, de générer des solutions communes, des réponses communes à ces enjeux. Comment faire en sorte que la banque en Afrique, de manière générale, et le secteur financier, de manière générale, puissent jouer son rôle pleinement en matière de financement de l'économie, en matière de financement des PME, PMI, TPE, etc., comment accompagner ce formidable mouvement vers le développement et vers la croissance que vit l'Afrique actuellement. Vous savez que plus d'une vingtaine de pays, selon le rapport du FMI 2023, africains auront des taux de croissance supérieurs à 5%, dont le Bénin qui, comme vous le savez, continue à surperformer puisqu'il aura probablement un taux de croissance de 6,4 sur l'exercice 2025. Ça va être les 13-14 février. Elles sont des éminences de l'univers scientifique et célébrées comme telles pour leur mérite. La communauté internationale a dédié le 11 février aux femmes et filles de science. Cette journée a été instaurée en 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies, une occasion pour remettre en lumière les figures scientifiques féminines illustres et inspirantes. Ce 11 février 2025 en marque le 10e anniversaire. Ariane Da Silva. La science, moteur d'innovation et de progrès, reste, selon des estimations, un domaine où les femmes sont encore sous-représentées. Un rapport produit par l'UNESCO en collaboration avec le G20 et publié en 2024 révèle d'ailleurs que les femmes ne représentent qu'environ 22% des chercheurs dans les pays du G20. Un chiffre qui dissimule d'importantes disparités selon les disciplines et les régions. La Journée internationale des femmes et des filles de science est donc une opportunité unique de saluer celles qui repoussent les limites du savoir et travaillent à transmettre leur passion aux générations futures. Je suis chercheur permanent à l'UMAFA. Le prix le plus célèbre qu'on a eu, qu'on célèbre, c'est le prix L'Oréal UNESCO que j'ai eu en 2021. C'était un prix de 15 000 € qui nous a permis de renforcer le plateau technique du laboratoire.
En grandissant, je voulais devenir médecin afin de soigner les gens ou même apporter un remède au sida. Ma devise, c'est beaucoup plus travail, persévérance et discipline. Des valeurs qui ont permis à Kafayat de se faire une place sur l'échiquier scientifique. Elle a d'ailleurs été détectée en 2023 pour faire partie des jeunes talents du programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science de l'Afrique subsaharienne. Ses travaux de recherche ont porté sur la résistance aux antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens, en effet, est un problème de santé mondial maintenant, puisque l'OMS estime que si rien n'est fait d'ici 2050, la résistance aux antimicrobiens causerait 10 millions de décès par an. J'ai décidé de travailler principalement dans l'écosystème du lac Nokoué. Dans le lac Nokoué, aux alentours du lac Nokoué, il y a beaucoup de bactériophages que j'ai décidé d'isoler et de tester leur activité maintenant sur les bactéries multirésistantes qui causent les maladies chez les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées et chez les animaux. Les pionnières ont ouvert la voie et brisé les barrières sociales pour permettre aux générations futures de s'épanouir dans les sciences. Comme exemple, on peut citer Marie Curie, la seule femme qui a reçu 2 prix Nobel dans des disciplines scientifiques différentes, physique en 1903 et chimie en 1911. Elle est à l'origine des découvertes sur la radioactivité, ouvrant la voie à de nombreuses applications, notamment en médecine. Rosalind Franklin, souvent éclipsée par ses collègues masculins, elle a joué un rôle clé dans la découverte de la structure de l'ADN grâce à ses travaux en cristallographie au rayon X. Katherine Johnson, mathématicienne afro-américaine de la NASA. Elle a calculé avec une précision remarquable les trajectoires des missions spatiales, dont celle des premiers vols habités par des astronautes américains. Ada Lovelace, considérée comme la première programmeuse informatique, elle a imaginé les capacités des machines bien avant l'invention des ordinateurs modernes. Parlons d'un sujet de bien-être à présent, ou plutôt d'un accessoire très utilisé a priori par les femmes, les gaines. Elles sont présentées comme des solutions miracles pour affiner la silhouette et obtenir un ventre plat. En quelques instants, les gaines amincissantes ont conquis le marché du bien-être et de la beauté face aux promesses des fabricants. Mais derrière, n'y a-t-il pas des inconvénients pour la santé? Que valent vraiment les gaines amincissantes? Reportage Heureuse Dalandé. Raffermit le ventre, affine la taille, redessine les courbes. Ces slogans attirent des milliers d'adeptes du waist training. Portée sous les vêtements ou durant le sport, la gaine amincissante est présentée comme une arme redoutable contre les rondeurs. Ce sont des vêtements compressifs conçus pour affiner temporairement la silhouette en exerçant une pression sur l'abdomen, la taille, les hanches et parfois d'autres parties du corps. En général, quand nous regardons l'abdomen, il y a des côtes qui se retrouvent à ce niveau et ces côtes sont flottantes. Donc au niveau de ces côtes flottantes, lorsqu'on porte les gaines, ces gaines resserrent les côtes flottantes. Les organes vitaux se répartissent au-dessus et au-dessous de la taille, ce qui permet l'affinement progressif, entre guillemets, je dirais, de la taille. Ceci permet d'obtenir un effet gainant instantané en redistribuant les masses graisseuses et en maintenant la paroi abdominale. Et lorsqu'on met la gaine, le muscle, il se désengage parce que la gaine vient jouer le rôle de renforcement. Donc ce muscle qui n'est pas sollicité, il va diminuer de volume. Il va perdre en force. C'est un terrain vaste quand même, le travail au niveau de l'abdomen pour avoir une taille fine. Les gaines amincissantes ne sont rien de nouveau. Entre le 18e et le 19e siècle, c'était la star, l'incontournable du dressing des femmes à l'époque. Après le refus par les médecins pour raisons de santé et surtout d'inconfort, elles sont mises de côté. Mais les voici de nouveau, le vent en poupe, grâce aux réseaux sociaux. Pour la spécialiste de la médecine physique et de réadaptation, derrière ces promesses attrayantes, il faut alerter sur les dangers
pour la santé. Les dangers que l'on court, c'est déjà d'abord une compression excessive et prolongée des muscles au niveau abdominal et au niveau dorsal. Cela va entraîner une diminution du tonus musculaire. Et au niveau du haut, nous avons l'estomac qui à un niveau donné qui lui-même sera comprimé. Sa gaine aussi peut entraîner une stagnation sanguine avec une difficulté de circulation des fluides liquides dans le corps, ce qui va entraîner l'apparition de varices vers le bas. Le port de gaine prolongé va diminuer la force de vos muscles parce qu'ils sont moins sollicités, ce qui va vous créer des douleurs lombaires et les organes qui s'étaient un peu plus en haut appuieront sur la vessie, l'utérus et ils vont se déformer. Nos organes génitaux qui se trouvent en bas vont être déformés, ce qui peut entraîner des complications pour des futures grossesses. Cela va augmenter le risque de fausse couche. L'utérus peut diminuer de taille parce qu'il est mal irrigué, il est mal nourri. Au niveau de la vulve de la femme ou bien au niveau de l'anus, on voit l'organe qui sort. Et là, on ne parle pas de simple hémorroïde, mais on parle d'un prolapsus, ce qui peut entraîner des troubles urinaires. La femme, lorsqu'elle tousse, elle peut pisser sur elle. Là, on parle des conséquences à long terme. Des porteuses de gaines amincissantes rapportent des effets secondaires comme l'inconfort, les maux d'estomac. Mais elles continuent de les utiliser face à la pression sociale sur leur morphologie survenue parfois suite à un accouchement. Avec la gaine amincissante, l'apparence est réellement trompeuse. Attention donc, elle symbolise la vague rouge qui va bientôt déferler le 14 février. La Saint-Valentin, la fête de l'amour, est une bonne occasion pour les commerciaux de faire aussi des affaires. Une tendance qui prend chaque année des grandes proportions. Comment s'est-elle imposée au fil du temps? Nous allons remonter aux origines avec les éclairages du prêtre catholique Hubert Kedouide de l'archidiocèse de Cotonou. Valentin, c'est un prêtre italien qui a vécu dans les années 270 et qui aurait, pendant la guerre, célébré beaucoup de fiançailles et de mariages. Il est mort martyr et depuis ce temps jusqu'au pape Alexandre VI, eh bien, qui a préféré l'invoquer en mémoire de tous ceux et celles qui se sentent appelés l'un et l'autre à fonder une famille. Ça, nous sommes au XVe siècle. Et on ne connaît pas, en tout cas, l'histoire ne nous donne pas en détail sa vie et sa naissance. L'histoire sait qu'il a été martyrisé le 14 février. Et donc, cette date-là, c'est son entrée à la vie, une vie que la mort ne peut plus détruire, la vie éternelle. Et c'est cela que le pape Alexandre a voulu mettre en exergue en choisissant le 14. Donc à partir du XVe siècle, les gens évoquaient Saint-Valentin et avec le temps, c'est passé de sorte que le 14 février est considéré comme l'histoire des saints qui ont évangélisé les Slaves. Et c'est à l'époque moderne que le monde, avec la remorque de l'économie, a souhaité remettre cette fête en vogue. Et le 14 est devenu la Saint-Valentin, donc la fête des amoureux, occasion de faire beaucoup d'économies, occasion aussi de faire des rencontres et des festivités. L'Église éveille ses fils et ses filles à ne pas prendre cette journée comme une journée de déviation, de fragilité, mais une journée de consolidation de leur amour. Et vous savez très bien que c'est l'amour qui fait la vie. Et le fruit éternel de l'amour, pour la plupart des couples, ce sont les enfants. Mais quand ils arrivent et grandissent dans le foyer, parfois la communication devient grippée. Outil d'aide à l'éducation de l'enfant, le dialogue parent-enfant s'impose normalement. Elle aide à construire une relation de confiance, notamment face aux dérives des médias sociaux. Une mère partage ici avec nous son regard sur le sujet et quelques conseils.
vu que nous allons tous travailler et que nos enfants également vont à l'école, quand nous, parents, nous rentrons à la maison le soir, nous devons pouvoir appeler nos enfants pour leur demander ce qu'ils ont fait de leur journée, comment a été la journée, qu'est-ce qu'ils ont appris de nouveau, qu'est-ce qu'ils ont découvert de nouveau. Et quand nous faisons ce préalable-là, nous avons la possibilité de savoir les ressentis de nos enfants, nous avons la possibilité de connaître ce dont ils ont besoin, de pouvoir les orienter, de pouvoir les guider. C'est souvent la sexualité qui est un sujet tabou pour nous parents d'aujourd'hui. Mais je pense que même si on ne donne que ce que l'on a reçu, nous devons pouvoir avoir nous-mêmes notre propre éducation sexuelle aujourd'hui pour pouvoir éduquer sexuellement nos enfants. Si nous ne le faisons pas, si nous mettons les tabous et autres dedans, nous allons passer à côté de l'éducation de nos enfants. Nos enfants vont aller dans n'importe quelle dérive et nous ne pouvons pas récupérer. Parce que quand un enfant fait une bêtise, le nom de la famille porte loin et vous-même, parents, vous êtes éclaboussés. Donc oui, il faut obligatoirement parler de tout et montrer même que vous n'êtes pas expert, que vous êtes parents, mais vous êtes vulnérables. Quitte à ce que des fois même vos enfants vous conseillent. Parce que oui, les enfants aujourd'hui sont plus intelligents que nous et donc ils ont certaines informations que nous n'avons pas. Et l'enfant aura du plaisir à partager ce qu'il aura entendu autour de lui avec vous, quitte à ce que vous, en tant que vous lui dites, oui, ce que tu as entendu c'est vrai, mais pour que tu puisses te protéger, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Tu pourras aussi bien jouer ton rôle de parent. Donc, pas de sujet tabou, on parle de tout. Et puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a des canaux digitaux qui rendent plus accro nos enfants, où tout le monde a envie de s'afficher, il faut pouvoir expliquer aux enfants que quand vous mettez votre image sur un canal digital, c'est que vous vous exposez. Et si vous vous exposez, on peut prendre votre image pour faire n'importe quoi. Voilà qui met donc un terme à ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h, puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Merci à vous, Marcel Ahossi, pour ces informations au plan national. Nous allons certainement, mesdames, messieurs, faire une incursion dans le monde des périodiques pour voir ce qui fait la une des journaux ce matin. Ça va être la revue des titres dans un instant avec Marcel Ahossi. Marcel Ahossi, que peut-on se mettre sous la dent avec les journaux ce matin? Voilà, une des quotidiens parus est parvenue à notre rédaction aujourd'hui. En attendant la revue de presse, voici donc les grands titres qui pourraient nous intéresser. Nous démarrons par le quotidien Le Matinal. Débat sur le 3e mandat au Bénin entre verrou constitutionnel et volonté de rupture. L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle sur le recours de Christian Enoch Laindé est à retrouver dans Le Matinal paru aujourd'hui. Indice de perception de la corruption 2024 de Transparency International, nous rapporte Le Matinal. Le Bénin fait un bond de 2 points. Le Télégramme, propos du coordonnateur des ministres conseillers Janvier Yawedéou sur la télévision nationale. Est-ce le début d'une guerre de positionnement politique? S'interroge aujourd'hui le Télégramme. L'événement précis suite aux récentes interdictions de meeting du parti Les Démocrates, les députés de l'opposition crient à l'intimidation. Talon est interpellé. Les démocrates n'ont pas satisfait aux exigences, se défend le maire d'Abomey-Calavi, Angelo à Wandjinou. Fraternité, interdiction de rassemblement dans les lieux publics, les démocrates en difficulté. L'emblème du jour, gouvernance et transparence, le Bénin progresse dans la lutte contre la corruption. Mise en garde aux médias irréguliers, la RAC passe à l'action, l'emblème du jour. La nation à présent, dématérialisation de la collecte des impôts et taxes, les recettes fiscales augmentent de 670 milliards de francs CFA. Amélioration du cadre de vie et infrastructure, Jacques Ayadi s'imprègne des doléances des population. Nord-Sud quotidien, Cour suprême, Ibrahim Salami entame sa 3e vie. Le Soleil Bénin Info, police républicaine, le plan Marshall de Brice à Loanou, le nouveau directeur général de la police républicaine mesure l'ampleur de la tâche qui est la sienne. Après ces récents propos, Dianotin fait la morale à Yawedéou. Dianotin fait donc la morale à Yawedéou après ses récents propos sur la télévision nationale. Bénin intelligent, Annick Nonou Agani, sage-femme, selon elle, les VGO demeurent un sujet tabou.
Matin libre, audit de fichier électoral, Talon dit oui, la mouvance dit non, le comité de pilotage tourné en rond selon Matin libre. L'économiste du Bénin, indice de perception de la corruption 2024, 69e sur 180 pays, le Bénin fait un pas en avant. Commerce et développement en Afrique, l'intégration régionale, un levier de résilience et de croissance. Le potentiel odeur de délit dans des marchés publics, talent, son palais, frappé par la justice, un haut cadre et gros morceau de la présidence de la République arrêté et placé sous oxygène de la garde à vue à la brigade économique et financière depuis hier selon le potentiel. Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. Merci Marcella Rossi pour nous avoir informé de ce qui fait la une des journaux ce matin. Nous allons avoir plus de détails en fin d'émission. Tout à fait, à tout de suite. Allez, merci à vous mon cher Marcel. Chers amis téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause pour vous retrouver dans un instant. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Retour plateau, mesdames, messieurs, pour recevoir notre premier invité, je dirais notre première rubrique, pourquoi pas. Eh bien, ce matin, vous savez, les mercredis, nous parlons économie et aujourd'hui, nous allons parler investissement, voilà, j'y arrive. Et nous vous avons posé la question de savoir, en République du Bénin, comment est-ce que l'on peut promouvoir l'investissement privé. Alors, nos canaux digitaux sont bel et bien disponibles pour vos analyses, vos suggestions, vos réflexions, pourquoi pas, et même vos propositions.
pour permettre au pays d'engranger beaucoup plus d'investissements privés pour son développement. Comment, donc, à votre avis, mesdames, messieurs, l'on pourrait promouvoir l'investissement privé dans notre pays? Allez, pour en parler justement et surtout au niveau industrie, voilà, nous allons recevoir pour vous un invité et ma chère collègue Alessandra Diotan est bel et bien présente. Alessandra, bonjour. Bonjour Alain Soutchoumé, c'est un plaisir de vous retrouver et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent depuis chez eux. Plaisir partagé, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Comment se fait-il qu'on a porté pratiquement les mêmes couleurs ce matin? C'est juste une belle coïncidence, si je puis le dire. Je me suis étonné, mais je me dis, mais Alessandra m'a fait ce coup-là, ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça m'a aussi surpris. Allez. Mais sinon, comment aurais-je pu savoir que vous allez arborer ce matin du violet? Il n'y a aucune possibilité de le savoir. Vous voyez, non. Mais par contre, ce que nous devons savoir, c'est qu'au plan national, au niveau de l'industrie, il y a des investissements privés qui se font et il y a une appréciation qui va être faite. Le secteur est en plein essor. N'est-ce pas? En un mot. Alors, essor de l'industrie au plan national, appréciation du Conseil des investisseurs privés du Bénin, c'est le thème, c'est le sujet, objet de la chronique économie de ce matin. Les industries, vous le savez bien, jouent un rôle capital dans le développement d'une économie. Elles alimentent la croissance économique car pourvoyeuses d'emplois et créatrices de valeur ajoutée. Motivées par les réformes et les mesures d'incitation, des mesures de facilitation mises en place par l'exécutif, eh bien, les investissements dans le secteur industriel vont croissant au Bénin d'année en année. Le développement de la zone industrielle de Glodjigbi en est d'ailleurs une preuve. Ce matin, nous recevons Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés, comme invité. Roland Ribou, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Il y a longtemps que nous vous avons reçu par ici, ça remonte la dernière fois en 2024. Voilà. Et donc déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai bien envie de vous demander comment se sont portés les investissements au Bénin en 2024. Bon, commençons d'abord par le CIPB. Ouais. Donc le CIPB, Conseil privé au Bénin, c'était une très bonne année. On a fait beaucoup de choses. Nous avons eu en début d'année la présentation de notre livre sur la motivation et l'engagement des personnels. On peut jeter un coup d'œil? Je vous en prie. Qui est un élément fondamental. Il faut que le personnel soit motivé de façon à ce qu'il puisse être efficace et que tout le reste suive. Oui. Donc on a fait ce lancement. Nous avons eu plusieurs ateliers. Nous avons eu un atelier sur l'assurance maladie. Alors l'assurance maladie, c'est un sujet que le gouvernement est en train de toucher, qui est important. Nous avons aussi un atelier sur l'incendie. On n'y fait pas assez attention, mais ça peut avoir des conséquences catastrophiques pour les entreprises. Donc je pense que c'était bien d'avoir fait cet atelier. Nous avons lancé 2 groupes de travail. Un justement sur la motivation, en essayant d'aller plus loin, de faire des propositions concrètes à partir du livre. Et l'autre sur justement l'industrie, qui est le sujet de ce matin. Oui. Et pour couronner cette année, nous avons eu notre habituel séminaire sur la justice commerciale, qui est bien sûr très importante pour toutes les entreprises et industrielles en particulier, que les contrats soient respectés, qu'on puisse aller se plaindre si on le souhaite et qu'on nous rende justice. Donc c'était une année tout à fait intéressante et qui correspond assez bien au fait que l'industrie, je dirais, s'est bien portée, surtout justement, vous l'avez mentionné, sur Glodjigbi. Justement, où en sommes-nous aujourd'hui au Bénin? Parlons d'industrialisation. Bon, vous avez 2 choses avec Glodjigbi d'un côté et puis le reste. Alors Glodjigbi, c'est vraiment une espèce de phare pour le pays, c'est un modèle, ça attire l'attention de beaucoup de gens qui viennent, d'entreprises étrangères, même du gouvernement qui viennent voir. Et effectivement, c'était un grand succès puisque l'objectif de couvrir les 1600 hectares d'entreprises a été atteint avec, je pense, 1 an d'avance. Ça doit être 34 entreprises qui, pour l'instant, déjà emploient 10 000 personnes, qui vont employer 40 000 personnes dans le futur. Donc le futur prochain, n'est-ce pas? Donc c'est une belle réussite pour le pays. Je répète, c'est une vitrine. Ça c'est un. Et après vous avez le reste.
donc tout le reste du pays, qui lui, effectivement, a un tissu économique, un tissu d'entreprise qui est encore, je ne dirais pas embryonnaire, mais qui est tout à fait insuffisant par rapport à ce que ça devrait être pour essayer de faire la paire à Glojigbe. Bon, dans ce domaine, le gouvernement a fait d'énormes efforts et est arrivé à avoir un certain nombre de points qui étaient indispensables. L'un des plus importants, justement, l'année dernière, ayant été la création de cette agence pour le développement des petites et moyennes entreprises qui doit effectivement permettre au tissu industriel béninois de se développer. La création de la DPME. La DPME, exactement, oui. Alors, avant d'aller aux mesures ou je sais pas, à l'arsenal mis en place, comment est-ce que vous, déjà, vous appréciez le parcours, là où nous en sommes? Bon, d'abord, c'est intéressant, si on regarde le parcours sur son ensemble, c'est quand même pas mal d'avoir un PAG, n'est-ce pas? De savoir où le gouvernement veut aller, ce qui est assez une nouveauté par rapport à ce qui se passait avant, où on travaillait, mais sans avoir un plan révélé, en tout cas. D'accord. Là, cette fois-ci, on a effectivement un BNR révélé et un plan révélé aussi. Donc ça, c'est très important, parce que ça permet aussi à l'investisseur de savoir là où il peut toucher, là où il peut aller, là où le gouvernement, justement, est dans la même logique que lui. Donc ça, c'est très important. Donc là, c'est un bon point. Après, donc, effectivement, si vous voulez, on peut dérouler les mesures qui ont été prises ou les ambitions, les stratégies. Déjà, vous avez fait observer que c'est insuffisant ce qui se fait. Parlons de l'autre côté, en dehors de la GDZ, c'est insuffisant. Ça aurait été quoi la normalité, d'après vous? Quelle situation vous aurez comblé? C'est tout un plan. D'accord. Ça ne peut pas être simplement une mesure. Hein. Donc les mesures qui ont été prises sont très nombreuses. Mais bon, à mon sens, ce qui pourrait manquer, qui pourrait être intéressant, c'est un dialogue public-privé dans le domaine. Bon. On ne va pas mettre la charrue devant les bœufs. Commençons donc d'abord par évoquer les mesures. Bon, les mesures passées. Oui. Les mesures passées qui sont importantes. Bon, on a bien compris que le pays a un grand problème de compétences en matière de technologie, technique, etc. Oui. Et donc, il y a cette stratégie d'enseignement technique qui a été mise en œuvre. Et ça, c'est très, très important. Et donc ça doit être suivi, mais c'est de longue haleine. On prend les gens et puis on les forme et petit à petit, ils s'améliorent, ils font des expériences et puis ils arrivent à niveau. C'est extrêmement important. Ça, c'est un point qu'on ne doit pas négliger. Tout le travail qui a été fait sur l'informatisation de l'administration, en particulier de la fiscalité, est aussi extrêmement important parce que ça donne une assurance à ceux qui viennent ou ceux qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale que les choses sont normalisées, se passent bien. Et le directeur des impôts faisait remarquer que dans le passé, la veille du jour où il fallait déposer les déclarations, les états financiers, oui. Où vous aviez une foule qui était là et puis qui se précipitait pour essayer d'être à l'heure. Mais aujourd'hui, tout est dématérialisé. Exactement. C'est oui, ça. Voilà, donc ça c'est un gros avantage et c'est su. Et puis bon, l'absence de contact humain, c'est pas mal aussi dans certains cas. Donc tout ça c'est très important. À côté de ça, vous avez, il ne faut pas le négliger, Cotecna qui est entré en jeu et qui se charge de vérifier la qualité des produits. C'est une des stratégies importantes pour la lutte contre la concurrence déloyale, d'arriver à ce que, puis aussi pour la santé des populations, parce qu'il s'agit de médicaments ou bien de produits alimentaires. Donc ça, c'est aussi important. Voilà, je pense que si on regarde, il y a eu beaucoup d'autres mesures, mais enfin, c'est 4 mesures, c'est-à-dire la création d'une agence spécialisée sur les PME, l'aspect éducation, la formation technique, Cotecna, et puis la fiscalité. Je pense que c'est quelque chose
qui peut être appétissant pour un investisseur étranger ou local d'ailleurs. La fiscalité. À part la fiscalité, qu'est-ce qui d'autre peut constituer un appât pour l'investisseur étranger? Un appât, c'est l'appât du gain, n'est-ce pas? Donc il y a les opportunités. Les opportunités, elles sont là aussi un peu révélées par la zone de Glodjik Bay, où l'on voit que tout ce qui est produits primaires, agricoles, devrait pouvoir être non pas exporté en l'état, mais transformé. Donc ça incite effectivement des gens à venir, et donc ils sont venus. Donc ça, on l'a vu sur le textile. Bon, petit à petit, on va arriver à transformer une partie importante de notre production de coton-fibre en vêtements, etc. Donc ça, c'est en route. C'est un processus très long parce que ça demande énormément d'investissement. Puis vous avez les produits de base comme le soja ou le noix de cajou qui vont se retrouver désormais transformés sur place. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc ce sont les premiers points, si vous voulez. Alors, quand on veut bien analyser les choses, d'après vous, quels sont les indicateurs d'un secteur économique en croissance ou d'un secteur, faisons fixation sur l'industrie telle que nous l'avons déjà démarré, quels sont les indicateurs d'un secteur industriel en croissance? Wow. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous voyez les entreprises qui viennent de plus en plus nombreuses, c'est clair que c'est un secteur en croissance. Essentiellement, si vous voulez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les entreprises qui existent voient leur chiffre d'affaires se développer favorablement dans un bon environnement et que vous avez des gens à la porte qui viennent et essayent de rentrer. Ça, c'est un secteur en croissance. Bon, tout à l'heure, dans une des émissions, on parlait, avant que je ne vienne, on parlait du taux de croissance du Bénin, 6%. Bon, c'est bien clair que ça signifie que là-dedans, il y a une partie importante qui est constituée par l'industrie, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire alors? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, si vous voulez, donc je disais que maintenant qu'on a posé les bases, ce qui était important, c'est-à-dire numérisation, enseignement technique qui va se développer, etc., il reste tout un ensemble de choses pour rendre l'environnement complètement satisfaisant. Il y a des choses qui existent, qui sont par exemple la contrebande et la fraude. D'accord. Ça, pour l'instant, je pense que c'est quelque chose qui est un fait, qui est pas niable. Chaque fois que vous avez par exemple la NERA qui tombe un peu, et ça arrive souvent, tout d'un coup vous avez des bouteilles de bière Star qui arrivent partout. Alors ça, c'est pas complètement normal, si vous voulez, parce que ces bouteilles ne sont pas venues, elles n'ont pas été dédouanées, elles n'ont pas payé les taxes, etc. Et elles arrivent comme ça par l'opération du Saint-Esprit, et elles se retrouvent dans les bars, les restaurants, marché, etc., au marché, si vous voulez. Il faut avoir un contrôle sur la concurrence, vous voulez dire. Oui, je pense que c'est ça, si vous voulez. Je pense qu'il y a un problème à la base, peut-être d'effectif ou peut-être de pas être violent. Et par exemple, le président Talon n'a pas hésité à nettoyer les trottoirs, à faire en sorte que les gens qui étaient là de façon informelle, je dirais, n'y soient plus. Mais quand vous allez au marché, vous avez des petits biscuits, là, des petites sachets de biscuits bon marché pour tous les gens. Alors vous en avez un qui est marqué Made in Benin, etc. Et forcément, si vous demandez au commerçant, il va vous sortir une facture normalisée. Oui. Et à côté, vous avez le même produit, comme par hasard, 20% importé, moins cher, avec bien écrit NAFDAC dessus. Et je ne pense pas que le petit commerçant pourra jamais sortir une facture normalisée. Donc ça, ce sont des phénomènes qui existent, qui effectivement font vivre beaucoup de gens à la frontière en particulier, mais qui sont nuisibles à l'industrie béninoise. Alors, parlant justement d'industrie, M. Roland Ribou, moi j'ai envie de vous poser une question. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez mis l'accent sur le développement de Glodjik Bay, ce qui est indéniable.
Mais vous avez parlé dans le même temps de l'insuffisance de ce tissu industriel dans les autres zones ou bien secteurs du pays. Alors, comment est-ce que l'on pourrait booster justement ce tissu industriel insuffisant dans les autres zones du pays? Bon, les gens vont venir naturellement et après ils vont regarder qu'est-ce qu'on leur propose. Alors, il faut savoir que Logic Bay, c'est un endroit où il faut avoir des capitaux très importants pour pouvoir y accéder. S'installer. D'abord, c'est la règle, une règle qu'ils ont petit à petit augmenté le montant de capital indispensable, mais ils ont raison parce qu'en fait, les gros avantages de cette zone sont compensés, je dirais, par le fait qu'il y a un loyer important. Si vous êtes une entreprise de taille petite et que le loyer devient important dans votre chiffre d'affaires, c'est foutu. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Non. Donc, si par contre vous êtes grande taille, vous avez dépensé 400 millions de dollars pour monter votre usine, le loyer est insignifiant. Donc, c'est réservé à ces gens-là. Maintenant, où vont aller les autres? Bon, ils ont deux solutions. Ils peuvent aller n'importe où dans le pays. Et même à la limite, s'ils veulent exporter, ils pourront créer un point franc, par exemple, s'ils le souhaitent. De toute façon, ils peuvent bénéficier du code des investissements s'ils arrivent à être dans la catégorie. Ils peuvent aussi aller à Logic Bay. Alors, Logic Bay, je dirais, c'est le parent pauvre par rapport à Sémépoji. C'est-à-dire que là-bas, vous n'avez pas payé des loyers très importants, mais par contre, les routes ne sont pas, enfin, les routes à l'intérieur de la zone ne sont pas au niveau. L'énergie, donc l'électricité, n'est pas fournie de façon suffisante. Il y a des gens qui ont travaillé pendant 1 an en groupe électrogène, etc. Si vous voulez. Donc, c'est un endroit qui est très bien, magnifique, mais il faudrait une remise à niveau. Ça, c'est indispensable et ça peut vraiment attirer parce que les entreprises viennent de toute façon. Donc, il y a sans arrêt des entreprises qui viennent, qui s'installent dans l'acier, dans les boissons, dans différents domaines, se sont installés. Même, il y a une minoterie que j'ai visitée. Donc, vraiment, les gens viennent, mais ils viendront sûrement plus nombreux. Si la zone est un petit peu améliorée. Ça c'est clair aussi, si elle peut effectivement figurer dans des petits films où on montrerait, comme on montre la beauté de Logic Bay, on pourrait montrer la beauté aussi de Sémépoji. Alors, il y a... Alain, vous avez une autre question? Oui, j'ai bien envie de demander à M. Roland Ribot de nous dire, à part les freins au niveau douanier, comme vous semblez dire, au niveau de la concurrence déloyale qui semble pointer encore du nez, à part, il y a aussi, que vous avez évoqué, l'insuffisance de l'électrification, mais de la disponibilité de l'énergie électrique. Quels sont les autres freins que vous avez remarqués dans l'industrialisation, dans le monde des affaires dans le pays? Bon, mais justement, puisque avant d'aller jusque-là, vous avez parlé de l'énergie électrique, de l'électricité. C'est un point important et c'est un de mes dadas, je dirais. Je ne peux pas éviter d'en parler chaque fois que je suis dans une émission comme la vôtre ou dans un débat. Il y a quelque chose qui maintenant, à mon avis, commence à être important, c'est l'énergie d'origine nucléaire. Donc, pendant tout un temps, vous savez, ça a été stigmatisé. Comme on dit, c'était méchant, etc. En réalité, quand on regarde les risques, on s'aperçoit que c'est l'énergie probablement la moins dangereuse de pratiquement toutes. J'ai vu des graphiques comme ça où le charbon, des milliers de morts, etc. L'énergie nucléaire, non. Il y a eu un incident grave au Japon pour des raisons spéciales. Le Japon avec ses problèmes sismiques et autres. Mais de manière générale, l'énergie nucléaire est une énergie parfaite, je dirais, et assez bon marché. Et actuellement, il y a ce développement de ces petites unités, petites unités entre 5 et 300 mégawatts. Et par exemple, le Maroc et l'Afrique du Sud sont sur cette logique, ont passé des accords, je crois, avec les Russes, je pense. Et à mon sens, c'est l'énergie de l'avenir. Parce que d'abord, les coûts sont moins élevés que les autres énergies.
Ensuite, vous pouvez stocker votre carburant pour les 5 ou 10 prochaines années, donc vous avez une assurance totale sur le coût de votre énergie pendant cette période-là, alors que le reste, vous avez le pétrole, d'un coup il monte, il descend, il monte, il descend. Et donc vous estimez qu'il faudrait en avoir au Bénin, c'est ça? Tout à fait, bien sûr, oui. Moi je suis tout à fait de cet avis, il faut explorer. Actuellement, je pense que les deux pays qui sont, disons, bien en avant là-dedans, c'est la Russie et les États-Unis. Donc c'est intéressant, il y a une concurrence, donc peut-être qu'on peut arriver à discuter avec eux. Quels sont les autres freins justement, tels que vous demandez à la... Les autres freins, bon, on peut quand même revenir sur ces différents aspects de concurrence. Donc concurrence déloyale, on a vu le cas de ce qui arrive du Nigeria et en contrebande. Vous avez aussi d'autres choses qui passent par le port. Alors pour l'instant, à ma connaissance, Cotecna n'a que certains produits dont il s'occupe. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, je sais que lorsque je les ai rencontrés il y a 2 ans, ils avaient seulement un certain nombre de produits spécifiques. Il faudrait qu'ils puissent avoir toute la gamme des produits. Il faudrait qu'ils soient installés dans le port de Cotonou, comme par exemple à Tema, au Ghana. L'entité qui est l'équivalent est au sein du port, et quand on les visite, on voit partout des boîtes de conserve, des boîtes de ceci, des boîtes de cela. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un conteneur arrive, ils prennent des échantillons et puis ils regardent. Donc vous appelez à une sorte de décentralisation de cette structure-là? Non, qu'elle se centralise au port. Déjà, c'est l'endroit le principal par lequel passent des choses. Alors, moi, j'ai un ami qui d'ailleurs n'est pas membre du CIPB à mon grand regret, mais qui fait des concentrés de tomates et du yaourt liquide. Vous verrez, vous devez deviner qui c'est. Eh bien, lui, il a fait faire des analyses de concentrés de tomates chinois. Je sais, il y a des investisseurs chinois qui arrivent, mais enfin, c'est pas le problème. Eh bien, il n'y avait pas de tomates dedans. Il y avait n'importe quoi sur de la tomate. Donc, c'était probablement de la pomme de terre, et puis ils avaient mélangé un peu de colorant. Du colorant. Bon, ben, ce qui arrive chez nous, après, ce sont les populations qui utilisent ça, si vous voulez. Donc, ce genre de produit devrait être sérieusement contrôlé. Et ça, je suis sûr que ça va se faire. Mais enfin, c'est parmi les choses qu'on demande. Ça, c'est ce qu'on appelle les mesures non tarifaires. C'est-à-dire que vous refusez l'entrée de produits qui ne sont pas conformes à certaines normes dont vous avez décidé qu'elles étaient indispensables pour le pays. Alors nous avons observé, M. Ribou, que plusieurs investisseurs optent sortir les produits finis fabriqués sur place du pays. Et donc c'est l'exportation. Carrément. Quelles sont aujourd'hui les mesures de facilitation que nous avons au Bénin parlant de l'exportation? L'exportation? Oui. Bah, écoutez, logiquement, déjà par rapport à Glogic B, vous avez l'AGOA, à moins que le président Trump ne décide ça, c'est avec les États-Unis. Oui, absolument, mais c'est quand même un marché énorme. Donc, j'ai l'impression que c'est un objectif important. Parce que ce qui va se faire à Glogic B, sur ce qui est des vêtements, justement, ça va être sur l'Europe et les États-Unis. Justement, quand on n'est pas à Glogic B, est-ce que c'est facile de sortir son produit du pays? Non, c'est pas facile, parce que si vous allez vers l'Europe, mais ça, c'est pas la faute du Bénin, vous allez, ou du gouvernement, je veux dire, vous allez devoir vous faire enregistrer, vous aurez des normes, etc. Donc, et ça, souvent, pour certains produits, c'est assez compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent de pouvoir être enregistré, par exemple, par l'Union européenne. Est-ce que le CIPB travaille quand même à faciliter la tâche à ses membres? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? C'est une contribution intellectuelle. Justement, c'est là où je dois rendre hommage aux membres du CIPB, c'est qu'en fait, ils payent pour un travail de long terme. Ils payent pour le fait que ce qu'on pourra réussir servira à tout le monde, y compris aux non-membres. Mais je pense qu'ils en sont un peu conscients et que finalement, ça rapporte à tout le monde. Par exemple, lorsque nous avons un petit peu lancé l'activité, je crois que c'était en 2005, on a obtenu une baisse importante des impôts sur les sociétés. Bon, c'était quand même, pour les membres, c'était vraiment intéressant. Je pense qu'ils
ils étaient contents aussi que les autres en aient bénéficié, mais eux déjà l'avaient. Et puis, donc c'est ça, si vous voulez. Non, c'est pas notre... Ça surprend un peu les gens, mais on ne rend pas vraiment de service à chaque membre en particulier. C'est vraiment un service collectif. Vous voyez, par exemple, nous soutenons le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce rend une justice qui, à mon sens, est tout à fait intéressante pour les justiciables qui veulent vraiment avoir des résultats normaux, je veux dire, si vous voulez. Essor de l'industrie au plan national, l'appréciation du Conseil des investisseurs privés du Bénin, nous en avons parlé avec vous, Roland Ribot. On ne saurait vous laisser partir sans vous demander qu'est-ce que vous souhaiteriez voir changer ou, je sais pas, un appel à l'aide, un appel à l'endroit de l'exécutif où vous avez votre dernier mot dit quand même. Oui, pourquoi pas. Je vais commettre un article qui paraîtra, j'espère, dans quelques jours dans l'Économiste. Je n'ai pas encore parlé avec le directeur, mais je pense qu'il sera d'accord, qui reprendra une partie de ce que nous avons dit ou autre chose, ce que nous avons dit ici. Et à la fin, je suggérais la création d'une agence nationale pour le développement de l'industrie. Vous voyez, de façon à pouvoir coordonner tous les efforts, à pouvoir rencontrer chaque secteur d'activité et lui demander, bon, quel est votre business plan par rapport à ça, comment peut-on vous aider? À mon avis, après les mesures générales que j'ai citées, qui sont excellentes, il faudrait aller vers ce genre de détails pour que chaque secteur qui le souhaite puisse se développer. Oui, mais voilà. Monsieur Ribot, pas pour vous contredire, mais est-ce que en lançant cet appel à une telle agence, on ne pourrait pas vous opposer le fait qu'il existe déjà l'agence pour le développement des petites et moyennes entreprises? Est-ce qu'elle ne s'occupe pas déjà de l'industrie? Elle s'occupe de tout genre de secteurs. Il y a aussi les services, etc. Si vous voulez, limite l'agriculture, l'agro-industrie. Non, moi, ce dont je pense, c'est quelque chose dédié tout à fait spécialement à l'industrie. Et le rôle de cette agence, dont je connais bien le directeur général, c'est en réalité, je dirais, de mettre à niveau les entreprises. Vous voyez, là, je souhaiterais mettre à niveau toute la structure étatique, du commerce, la douane, les impôts. Oui, justement, la douane, on en parlait, que la douane aille dans les marchés et puis aide les entreprises, ce genre de choses. D'accord. Je pense que ce message est passé. Tout à fait. Ce sera donc tout pour la chronique économique de ce matin. Alain Sochomé, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, ma chère Alessandra Diotan, pour cette belle chronique. Nous allons retrouver certainement M. Ribot tout à l'heure dans le grand débat, puisque nous parlons investissement aujourd'hui. Et puis, ça va apporter quand même beaucoup plus de détails également à tous ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas, s'investir dans les affaires. Merci à vous, Alessandra Diotan. On vous retrouve la semaine prochaine. C'est bien ça. Allez, mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause et on vous revient dans un instant. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Mes amis,
c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle.
Retour à plateau, mesdames, messieurs, pour le débat matinal qui portera bien évidemment sur l'investissement privé en République du Bénin. Nous allons donc poser la question à nos invités qui sont des spécialistes de la question. Ils vont nous éclairer et nous donner, j'allais justement dire, des pistes de solutions pour que le Bénin connaisse davantage d'investissements privés. Mais voici le tapis qui les installe avant d'aborder le débat. Quel est le poids de l'investissement privé dans l'économie d'un pays? Nous allons en parler justement, c'est le thème de ce débat, et nous allons en parler avec des invités qui sont déjà sur ce plateau. Monsieur Gérard Sokegbe, je dirais même docteur Gérard Sokegbe, bonjour. Oui, bonjour, chers journalistes. Comment allez-vous? Non, je vais très bien. Vous êtes macroéconomiste et vous êtes en service au ministère de l'économie et des finances. Oui, bon, c'est vrai. Mais je suis sur ce plateau, donc, pas pour représenter le ministère, ça c'est clair, nous sommes d'accord. Voilà, donc, comme tu viens de planter donc, le décor, lorsqu'on parle donc... Avant de commencer notre débat, je vais présenter notre deuxième invité, si vous le permettez, Monsieur Roland Ribou. Bonjour à nouveau, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés, Conseil national des investisseurs privés du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Alors, Monsieur Gérard Sokegbe, quand on parle d'investissement privé, qu'est-ce que c'est? Bon, disons que quand on parle d'investissement privé, ça veut dire qu'on est en train d'évoquer l'investissement qui est réalisé par le secteur privé. Okay. Et quand on parle donc du secteur privé... En opposition à un financement public ou bien à un investissement public? Non, pas à un financement, parce que quand on prend l'économie, l'économie comprend des acteurs, des agents on peut dénombrer autour de 5 comme ça. Nous avons les ménages, dont la fonction c'est la consommation. Nous avons les entreprises, dont la fonction c'est la production. Nous avons les institutions financières, donc dont la fonction c'est la collecte de l'épargne et le financement donc, de l'économie. Et nous avons l'État, dont la fonction est d'offrir des services publics pour le bien-être collectif, et nous avons le reste du monde à travers, n'est-ce pas, les opérations d'importation et d'exportation. Donc, quand on va parler donc d'investissement privé, il faut comprendre par là que c'est l'investissement qui concerne le champ qui n'est pas public. Voilà. Donc, or, comme je viens de le décrire, tu as vu, il y a les ménages, il y a les entreprises, il y a les institutions financières. Donc, tout ce monde-là constitue, n'est-ce pas, donc le privé. Et que ce soit public ou privé, d'abord l'investissement, quand on parle donc d'investissement, c'est une décision importante. Donc c'est l'acquisition de biens durables pour pouvoir produire, et pour renforcer ce que je peux appeler la capacité, et satisfaire donc les besoins ou la demande si c'est une entreprise. Et cet investissement peut être un investissement de capacité. Quand il parle donc d'investissement de capacité, la finalité, c'est d'augmenter les moyens de production pour bien servir la demande qui en temps est à la hausse. On peut aussi avoir donc des investissements de remplacement. Les investissements de remplacement, c'est toujours dans le sens de maintenir l'appareil productif peut-être qui est vieillissant. Et il faut donc acheter de nouveaux... Il faut faire un renouvellement. Oui, un renouvellement de nouveaux équipements, de nouvelles machines pour remplacer les machines obsolètes. Enfin, il y a l'investissement de productivité. Alors, l'investissement de productivité, c'est l'investissement qui améliore donc les rendements, qui porte sur les technologies pour pouvoir mieux faire choses. Bref, que ce soit public, que ce soit privé, un investissement, c'est une dépense immédiate dont les impacts ou les effets sont inscrits dans le long terme. D'accord. Alors, mais ce matin, nous allons parler spécifiquement d'investissement privé. Alors, Monsieur Roland Ribou, quand on parle d'investissement privé, quelles devraient être les conditions à mettre en place pour, je dirais, booster ou bien déclencher, faire le clic de l'investissement privé dans le pays?
Bon, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'est-ce que je vais produire. Donc il faut avoir une opportunité. Donc ça, c'est la première chose. On peut imaginer pour le Bénin, par exemple, oui, tiens, il y a du coton, il y a du cajou, etc. Puis donc, je vais venir pour transformer tout ça. Ça, c'est donc l'opportunité. Après, l'autre chose, c'est l'environnement des affaires. C'est-à-dire que vous attendez d'entrer non pas dans un coupe-gorge, mais dans un endroit où vous allez être bien accueilli et où les conditions sont là normales, en ce sens que vous avez une fiscalité qui est maîtrisée, elle ne va pas changer tous les ans, etc. Vous avez une justice commerciale, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, qui va vous assurer que si un contrat est rompu, vous aurez justice. Et il y aura une justice sociale qui va aussi vous assurer que par rapport à si vous vous comportez correctement avec vos employés, il n'y a aucune raison de vous retrouver devant des tribunaux ou devant des problèmes importants. Quand ça est assuré, bien entendu, vous souhaiteriez avoir aussi une main-d'œuvre compétente. Il faut bien que les gens travaillent sur les machines et qu'on n'ait pas à faire venir tous les techniciens nécessaires. Et à ce moment-là, je pense qu'on est content et on peut effectivement envisager de venir investir pour faire du profit, le réinvestir, grossir, etc. Faire des investissements dont parlait Monsieur Sokebe. Exactement. Alors, quand on parle de l'environnement des affaires, Dr Sokebe, quels devraient être les points clés à mettre en place pour que cet environnement soit favorable, propice à l'investissement privé? Bon, quand on parle de l'environnement des affaires, l'environnement des affaires, c'est un environnement qui comprend plusieurs paramètres. Bien sûr. Au nombre desquels on peut citer d'abord, si je veux créer une entreprise, combien de temps il me faut? Est-ce que j'ai à dépenser pour pouvoir créer mon entreprise? Bon, donc, celui qui n'a pas encore commencé et qui doit payer des taxes et autres, bon, il va dire que c'est un peu difficile. Et sur ça, le président du Conseil des investisseurs privés peut témoigner. Donc, et là, je pense que les choses ont évolué dans notre environnement. Tout ça, aujourd'hui, c'est 0 franc pratiquement. Donc, oui, il y a des exonérations dans la première année après la création. Non, il y a d'abord le fait de créer, le temps qu'on met pour créer. Oui, et le délai de création des entreprises. Et la charge que ça revient. Donc tout ça là, c'est le passé. Donc aujourd'hui, créer une entreprise au Bénin... C'est en quelques clics. Hein. Oui, avec le guichet unique de formalités. Donc, et puis, il y a aussi le fait que toutes les administrations qui interviennent dans la création sont délocalisées et qui sont donc dans le guichet. Donc ça, c'est une réforme majeure. Bon, ensuite, quand je parle donc du climat des affaires, il faut voir aussi les facilités administratives. Lorsque je suis investisseur, que j'ai besoin d'un papier, que j'ai besoin d'avoir une information, est-ce que ça me prend du temps? Donc aujourd'hui, je crois que de ce point de vue, c'est quand même des avancées qu'on peut noter à ce niveau. Quel est le délai, le temps que je mets pour payer par exemple une taxe ou un impôt? C'est un élément important. On est à une époque où on peut parler de la disparition plus ou moins effective de la lourdeur administrative de ce côté-là. Bien sûr, donc c'est pourquoi il dit tout ça là, ça participe au climat des affaires. Donc si par exemple je peux avoir un titre de propriété, un titre foncier, l'accès à des services, donc tout ça là, ça participe au climat des affaires. Donc bref, le climat des affaires aussi c'est... la lourdeur, quand on parle de la lourdeur administrative, il faut voir aussi est-ce qu'il y a des pots de vin, il y a des éléments du genre comme ça. Bon, je crois que le Bénin a fait beaucoup d'avancées dans ces domaines-là pour dire que en matière de climat des affaires, le climat des affaires, c'est un climat qui revient aussi une part des responsabilités aussi à l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise même qui souhaite avoir un environnement ou bien un climat des affaires qui lui soit bénéfique, elle aussi, elle a sa part à jouer parce que si l'entreprise n'a pas une veille, n'a pas une organisation, n'a pas une méthode,
bien que le climat des affaires, on a tout fait pour qu'il soit attractif, elle ne peut saisir en aucun cas des opportunités, des occasions. Donc, le fait de ne pas progresser, de ne pas avancer, n'est pas forcément lié vraiment à cet état donc, de climat des affaires. Donc, le climat des affaires, c'est l'environnement microéconomique, par exemple, donc, de l'entreprise qui lui permet vraiment de progresser, d'avancer, d'anticiper, de ne pas avoir des barrières, des contraintes, des éléments qui tirent l'entreprise vers le bas, mais des éléments qui lui permettent de progresser, puisque l'environnement est compétitif, est concurrentiel. Tout à fait. Voilà. Alors, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Roland Ribou, quelle est la place de la fiscalité dans la mise en place des conditions d'un bon environnement des affaires? Bien sûr, c'est important. Donc, j'avais cité tout à l'heure que nous étions arrivés à obtenir une baisse de l'impôt sur les bénéfices, sur les profits. On est dans la zone de la sous-région, c'est bien, c'est un point important. Donc effectivement, il y a une comparaison qui se fait entre les pays. Un pays qui a une fiscalité un peu extraordinaire, dans ce sens qu'elle est trop élevée, qui ne présente pas des avantages fantastiques au point de vue profitabilité, on va laisser tomber pour aller vers un pays qui au contraire offre des bénéfices. D'ailleurs, on le voit par exemple en Europe où vous avez l'Irlande qui s'est spécialisée justement dans un impôt sur les bénéfices extrêmement faibles et qui ainsi attire beaucoup d'entreprises qui souhaitent venir faire leur travail là et ensuite pouvoir rémunérer leurs actionnaires davantage que les autres. Donc, ces éléments sont très importants pour l'entreprise, oui. D'accord. Alors, nous parlons de l'investissement privé en République du Bénin, le poids de l'investissement dans l'économie d'un pays. Alors, quand on met en place, M. Ribou, cet environnement favorable à l'investissement privé, quels sont les secteurs les plus importants qui sont touchés par l'investissement privé? Vous voulez dire secteur économique? Tout à fait, oui. Bon, mais écoutez, normalement, ça dépend exactement des potentialités du pays. Nous sommes restés un pays pour l'instant très tourné vers l'agriculture avec des produits très intéressants comme le coton, le cajou, le soja et naturellement des gens vont venir pour travailler là-dessus. Après, vous avez des opportunités qui n'ont plus rien à voir avec le pays, mais qui tiennent à un statut, par exemple, la zone de Glodjik Bay. Oui. Vous pouvez très bien y faire des choses qui n'ont rien à voir avec le Bénin, mais comme c'est une zone où vous ne payez pas d'impôts puisque c'est extraterritorial, où vous pouvez avoir une main-d'œuvre qu'on est en train de former de façon intéressante, vous pouvez être intéressé à venir pour cet avantage-là, si vous voulez. D'accord. Monsieur Sokébé, quels sont les secteurs qui pourraient être véritablement impactés par l'investissement privé, qui pourraient faire appel à des investisseurs privés quand l'environnement est bien sécurisé, l'environnement est bien mis en place? Oui, avant de répondre à cette question, il y a quelque chose, bien une information que je veux peut-être glisser, puisque parlant donc du poids de l'investissement, l'investissement dans l'économie, il faut lever un point de voix sur ça d'abord. Oui. Oui, parce que quand on prend l'investissement, son poids dans l'économie, il faut le rapporter à ce que nous appelons le produit intérieur brut. Donc c'est l'investissement rapporté au PIB qui donne le poids de l'investissement donc dans l'économie. Maintenant, pour mémoire, je vais donner quelques chiffres. Oui, bien sûr. L'économie, c'est les chiffres d'abord. Oui, bon, donc, en 2016, par exemple, nous étions à un poids de 20,3% par rapport au PIB. Le public a un poids de 4,3% et le privé a un poids donc de 16,0%. Pour dire que l'option, bien l'idéologie, l'économie de marché que nous avons choisie au Bénin, donc on place le secteur privé en première position. En première position pour tirer donc l'économie. Et donc ce n'est pas une surprise de voir que le poids de l'investissement privé dans l'investissement total soit important.
Maintenant, ce que je veux souligner, c'est que en 10 ans après, quand je prends par exemple, bon, quand il dit 10 ans après, c'est manière de parler, 2016 à 2024, je vois que le taux de l'investissement par rapport au PIB est de l'ordre de 40%. Ça veut dire que... Il y a une progression. Non, ce n'est pas une progression. Ça veut dire que 2016 à 2024, l'État a doublé le taux d'investissement par rapport au PIB. Donc, un pays qui a des ambitions d'émerger, de devenir vraiment un espace économique attrayant, doit démontrer devant la face du monde sa capacité à investir. Et donc, aujourd'hui, on peut dire nous sommes dans la fourchette de 40% d'investissement par rapport au PIB, avec, vous voyez, le secteur privé a un poids de 32,3%. Vous voyez, ça veut dire que j'ai discuté avec un collègue macroéconomiste qui est une autorité qui dit quand tu rentres dans un pays pour savoir que le pays, si le pays marche, si l'économie se porte bien, il faut voir le taux d'investissement. Donc je partage son avis, c'est pourquoi je donne ce chiffre pour dire de 2016 à 2024, le taux d'investissement par rapport au PIB a doublé. Et donc c'est une avancée. Voilà. Donc, et maintenant par rapport au secteur, comme l'a dit, vous savez, les secteurs dans lesquels les investisseurs peuvent affluer dépendent, n'est-ce pas, donc des potentialités. Puisque tous les investisseurs sont à la recherche des facilités. Donc quand je rentre dans un pays, quelles sont les facilités que j'ai? Et les investisseurs ont tendance à faire une comparaison des pays. Oui, donc pour voir là où c'est plus attrayant. Naturellement, un investisseur ne vient pas pour les beaux yeux du pays. Oui, oui, mais il faut noter que l'hyper-générosité fiscale n'est pas un facteur déterminant. Lorsque vous pensez que c'est la fiscalité qui détermine le fait que l'investisseur va s'engager, non. Dans mes études, dans mes recherches, j'ai découvert que ça, c'est un fait. Là où se trouvent les éléments importants de choix de l'investisseur, c'est d'abord, est-ce que l'environnement est stable? Est-ce que je peux avoir la tranquillité pour mener les activités? Ensuite, est-ce que je peux avoir un accès aux services sociaux? C'est-à-dire qu'aux services de base, l'eau, l'énergie. Est-ce que j'ai la main-d'œuvre qualifiée disponible? Puisque peut-être qu'un ouvrier français coûte peut-être un certain nombre de fois un ouvrier peut-être ici. Si on doit encore amener les ouvriers, en tout cas de l'Europe ou bien de l'Asie, de l'extérieur, tout simplement, ça va coûter plus cher. Donc, est-ce qu'il y a le capital humain qui est disponible? Si le capital humain est disponible, il n'y a pas de problème. Donc, ces avantages, ou bien ces éléments, ces facteurs, lorsqu'ils sont réunis et qu'ils sont disponibles, l'investisseur, au-delà de la fiscalité sur laquelle l'État joue pour dire, bon, vous pouvez venir et autres, au cas où cette fiscalité même ne va pas être un élément déterminant et que tous les autres éléments sont réunis, l'investisseur, il s'engage. Parce que le vrai problème, si on renonce pour vous attirer, vous ne connaissez pas demain. Peut-être que c'est pour vous amener juste à s'installer, qu'on vous donne toutes ces facilités, mais dans les années qui vont suivre, il pourrait y avoir grabuge. Donc les secteurs, ici, comme on a dit, on a le secteur agroalimentaire, on a le secteur de l'agro-industrie, bien sûr, on a le tourisme, nous avons même le secteur des transports, l'hôtellerie, qui sont des secteurs quand même vitaux, qui accueillent pas mal assez d'investissements et donc dans notre pays. Mais à côté de ça, il faut dire, l'investissement qu'on le prend, celui qui est étranger et qui arrive, il veut s'assurer que, est-ce que le tissu local, même là, comment les investisseurs sont souvent, se comportent? Est-ce qu'il y a des investisseurs nationaux qui ont du poids dans le pays? C'est aussi un élément important. Donc ce qui veut dire, quand on prend le stock d'investissement dans un pays, il y a forcément la part nationale qui est dedans. Il y a aussi la part des IDE, si je peux me prononcer comme ça, donc les investisseurs qui ont quitté d'autres environnements et qui sont venus s'installer à cause des facilités, à cause de la disponibilité des facteurs pour constituer maintenant le stock d'investissement
en une année. D'accord. Et les déterminants peuvent être différents. Hein. Donc, on va revenir sur ces déterminants tout à l'heure, Dr Gérard Sokegbe. Monsieur Ribou, dites-nous, est-ce que dans le parcours, Dr Sokegbe le disait tout à l'heure en disant le PIB a l'apport de l'investissement privé a pratiquement doublé, est-ce que malgré ça, il y a eu quand même des freins qu'il faut corriger quelque part? Oui, les freins, on les a évoqués tout à l'heure. C'est le fait que l'environnement n'est pas encore complètement sécurisé au point de vue, par exemple, de la fraude, la contrebande, etc. Vous avez des concurrences déloyales. C'est un élément pour les entreprises qui veulent vendre dans le pays. C'est pas toujours facile, puisque c'est un pays qui est double. Vous avez d'un côté l'informel, de côté le formel, et les deux sont en concurrence, et c'est pas la même chose. Donc les efforts sont faits du côté du gouvernement qui sont très importants, comme la facture normalisée a certainement changé la vie de beaucoup d'entreprises qui pensaient qu'ils pouvaient s'échapper. Désormais, c'est plus le cas, donc ça veut dire que ça, on crée une égalité entre tout le monde. Mais c'est un des phénomènes les plus marquants, si vous voulez. D'accord. Alors, quel est le rapport, vous qui êtes le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, quel est le rapport entre les investisseurs nationaux et les investisseurs venus d'autres environnements? Et comment se passe cette cohabitation-là au Bénin? C'est difficile parce que vous avez différentes catégories justement de gens venus d'ailleurs, comme vous dites. Hein. Vous avez les multinationales qui viennent et qui apportent avec elles des technologies et techniques qui ne peuvent pas être disponibles ici. Je pense par exemple les opérateurs de télécom. C'est des investissements qui ont été faits ailleurs, toute une technologie qui arrive dans le pays. Vous avez aussi des phénomènes un peu différents. Par exemple, c'est assez curieux de voir qui produit de l'acier ici au Bénin, les Libanais. Donc ce sont des gens qui, de tradition, de famille et autres, depuis des générations probablement, sont dans le domaine, et puis ils arrivent ici et ils nous apportent quelque chose que nous n'avions pas. Puisque aucun Béninois, n'aurait pensé à monter une aciérie. C'est pas dans nos gènes. On pourrait plutôt penser à importer un bateau de riz et aller le vendre au Nigeria. C'est plutôt notre façon de voir les choses. Donc c'est ça l'apport de l'investissement étranger. C'est des gens qui ont des réseaux, des technologies, etc. dans certains domaines, et puis des entreprises qui ont déjà fait des expériences ailleurs et qui ont des choses qu'on ne peut pas avoir. Comme par exemple, regardez en France, tout est dominé par Microsoft et autres. Donc c'est des technologies qui n'ont pas été prises à temps par le pays, qui ont été prises ailleurs et qui viennent s'imposer, si vous voulez. C'est un peu les deux modes c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que le professeur aura des idées. Est-ce que, par exemple, dans le Conseil des investisseurs privés, dont vous êtes le président, est-ce que vous avez des investisseurs nationaux? Oui, bien sûr. Oui. Des investisseurs nationaux? Non, bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la compétence, de la disponibilité du capital humain qualifié. Dans le livre que je tiens dans ma main, vous parlez de la motivation, de l'engagement des personnels de l'administration publique et des entreprises privées. Oui. Alors, quel est le rapport que vous avez avec les travailleurs béninois, puisque c'est le public qui permet aux investisseurs privés de s'installer, l'investisseur privé recrute également à un personnel. Quel est le rapport que vous avez avec le capital humain béninois? Bon, vous avez deux choses. Vous avez effectivement, comme le livre le dit, la motivation. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on est dans l'entreprise, ou dans l'administration d'ailleurs, apparemment, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec... ils amènent leur intérêt, comme on dit, hein, comme on a dit, comme dit un de mes collègues béninois. Ils viennent avec leur intérêt, qui n'est pas seulement l'intérêt d'avoir un salaire à la fin du mois, mais l'intérêt de regarder si entre-temps, pendant le mois, on ne pourrait pas trouver quelque chose par-ci, par-là, si vous voulez. Donc ça, c'est un phénomène qui est évident. On parlait de l'administration où il fut un temps où effectivement on essayait d'avoir de sous de table, des pots de vin, etc., ce qui maintenant est de plus en plus difficile, n'est-ce pas?
Mais c'est une réalité. Donc les gens arrivaient là, pas seulement pour avoir à la fin du mois leur salaire, mais autre chose. Donc ça c'est un frein terrible à l'efficacité. Par exemple, même dans l'entreprise, si les personnes sont là et puis sont passives et attendent que ça se passe. Bon, si vous êtes dans une usine, c'est pas grave, a priori, puisque des méthodes automatisées, etc., la chaîne, vous pouvez pas éviter de faire le travail. Mais si vous êtes dans une entreprise, à la limite au CIBB, dans notre bureau, là, si vous n'êtes pas motivé, si vous ne faites pas attention, saisir un problème, expliquer au patron que oui, il y a ça qui ne marche pas, etc., les choses ne vont pas aller aussi bien qu'autrement. Toyota, leur usine, une des grandes usines, 20 000 propositions par an des employés, si vous voulez, boîte à propositions, 20 000. C'est tout à fait le mental. Est-ce que ce n'est pas dû à la culture de l'entreprise, quelque part? C'est la culture du pays, pour commencer. Après, l'entreprise, effectivement, va agir. L'entreprise, elle va donner des formations, etc. Mais ça va être très difficile de changer le mental des gens. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, puisque vous parlez de ce livre que je vous ai volontiers offert tout à l'heure. Merci. J'espère que je partirai avec un exemplaire pour apprécier. Je vous l'enverrai. D'accord. Non, l'une des idées, c'est je profite, merci de cette occasion de le dire tout à fait officiellement. Moi, je pense qu'il est indispensable de relancer au Bénin l'éducation civique et morale dans le primaire, mais à haute dose, c'est-à-dire 1 heure par jour, si vous voulez. Et dans le secondaire, ce qui serait aussi très intéressant, puisqu'une fois que les enfants auraient acquis déjà cette base solide, ils pourraient à ce moment-là acquérir une éducation entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on leur apprendrait comment vraiment faire des affaires et pas seulement en essayant de tourner autour du pot, de faire des histoires. C'est extrêmement important. Si vous avez cette base-là, après, tout est assuré, si vous voulez. Si vous tombez sur des gens qui entrent dans l'entreprise en sachant qu'ils sont là pour que l'entreprise réussisse. Moi, j'ai passé mon temps, j'ai passé un quart de siècle à Fludor. J'étais un directeur général de Fludor, président directeur général. Et tous les ans, j'allais à l'usine en leur disant le verre à moitié vide ou moitié plein. Vous avez un salaire, mais en plus, si vous venez avec une motivation vous disant que vous servez le pays, que vous savez, faites un produit de l'huile alimentaire c'est important. Alors, si effectivement les gens viennent avec cette idée-là, je pense qu'ils ont une autre façon de voir la chose. Ils vont être fiers de travailler pour l'entreprise et ils vont faire en sorte que l'entreprise marche. Si quelque chose ne va pas, ils vont s'inquiéter, ils vont dire hey, qu'est-ce qui se passe là. Mais si par contre ils viennent là simplement passivement, comme malheureusement c'est le cas parce qu'ils n'ont pas compris la logique de l'entreprise, effectivement, pour l'entreprise, c'est une grande perte. Pour eux aussi, d'ailleurs. Ils vont perdre 40 heures par semaine à s'embêter pour avoir le salaire à la fin du mois, si vous voulez. Oui, mais M. Ribou, je reste avec vous. Quand on dit ça, est-ce que quelque part aussi, on ne pourrait pas, disons, jeter un regard du côté du style de management de ces entreprises-là, quitte à donner plus de motivation, de culture d'entreprise, au-delà de la culture du pays, aux travailleurs de ces entreprises. Je ne le nie pas. Je ne le nie pas. C'est évident que l'entreprise doit être bien organisée, avec des contrôles nécessaires, une rigueur. Ça finira par impacter. C'est clair que, par exemple, quand vous êtes convoqué à une réunion avec M. Koupaki, par exemple, ou bien avec ABT, vous avez intérêt à arriver à l'heure. Si vous n'arrivez pas à l'heure, il y a un problème. Donc ça crée un mental chez les gens. La notion de la ponctualité. Si tout le monde faisait ça, dans toute l'administration et partout, effectivement, ça finirait par avoir un impact et les gens se mettraient ça dans leur tête. Mais si ça ne se passe pas, donc vous avez raison. Il y a la responsabilité au niveau de l'entreprise, ou de l'administration d'ailleurs, sur la façon dont vous gérez les gens, parce qu'à un moment donné, ils vont commencer à se mettre en ligne et à être plus efficaces. Mais ça n'empêche qu'à la base, bon, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, le Bénin n'est pas spécial. Quand vous avez les statistiques en France sur la façon dont les gens viennent dans l'entreprise, c'est assez effrayant, quoi. Il y a pas moins de 10% qui sont motivés. Le reste, ils sont là juste pour que ça se passe. Mais nous, notre problème, c'est le Bénin. Et il faut que ça réussisse. Il faut que les gens aient une notion qu'ils sont importants,
que quand ils rentrent dans l'entreprise, ils sont un élément qui ne sont pas juste un pion, ils sont importants par rapport à ça. Alors vous avez raison, c'est clair que si l'entreprise elle-même fait cet effort, ça va aider quoi. Ça va aider pour une entreprise qui laisse les gens faire un petit peu ce qu'ils veulent et puis ça finit normal. Le style de management reste et demeure un élément déterminant dans la croissance et l'évolution de l'entreprise. Oui, tout à fait. D'accord. Docteur Gérard Sokebe, je vous voyais piaffer d'impatience de réagir par rapport à cet aspect de la chose. Oui, non, et il faut dire que chaque pays a ses réalités, même si les réalités peuvent être normalisées en termes d'outils, d'instruments qu'on doit adapter. Une entreprise qui évolue dans un environnement doit pouvoir jouer sur des éléments qu'on appelle des éléments de contexte. Donc les éléments de contexte sont indispensables pour le management. Vous savez, le leader, il montre le chemin. Donc, il montre le chemin. Donc, les entreprises d'aujourd'hui qui doivent impacter doivent avoir des leaders. Et non, par exemple, des gens qui sont là juste comme il le dit, fin du mois, je prends mon salaire, peu importe ce qui se passe. Si vous-même, vous ne montrez pas l'exemple, les autres ne vous suivront pas. Et c'est ce que vous leur reprochez, vous-même, vous êtes dedans. En parlant de vous-même, le vous est mis pour le leader de l'entreprise. Mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Donc, il montre le chemin, il montre la direction, là où nous allons. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les objectifs. Parfois, les gens, ils sont dans l'entreprise et ils ne connaissent même pas les objectifs. Quel est le but? Quelle est la part de l'objectif qu'on s'est fixé dans 5 ans qu'on veut réaliser cette année? L'ouvrier X ou bien l'ouvrier quelconque là, quelle est sa contribution? Si le style de management implique les gens dans la définition des objectifs et leur donne la possibilité de se prendre vraiment comme responsable du non-aboutissement ou bien de la non-atteinte de ces objectifs, c'est déjà un pas. Il y a des gens qui sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là où ils sont. Dans l'entreprise ou bien au niveau de leur poste. Oui, il est là, il sait qu'il est là. À la fin du mois, il va prendre son salaire, c'est ce qu'il dit. Mais si la personne est impliquée dans la définition des objectifs, partage les enjeux, partage les défis, partage les difficultés, cette personne-là sait que c'est mon entreprise. C'est vrai, on est à la recherche de bénéfices, non? Mais s'il n'y a pas de bénéfice, tu n'auras pas de bénéfice. Donc c'est pourquoi le style de management doit être un style d'un leader éclairé qui sait anticiper, qui sait motiver, qui sait impliquer et qui sait évaluer. Les gens, ils sont là, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de modification. Quand l'année est bénéficiaire, quand le résultat est positif, est-ce qu'il y a un retour après avoir payé, supporté les charges régulières, même si c'est salaire chaque fin du mois, ça vient. Maintenant, si l'argent est là, il dit, bon, on a atteint les objectifs. D'accord? Et pour ça, là, j'affecte 2% de trucs là à tout le personnel. Nous sommes dans un système de récompense. Oui, système de récompense. Quand on met en place ces outils, je pense que ça peut aller. Mais comme lui-même, il reconnaît déjà que, attention, au moment où on voit que les gens ne sont pas engagés, ne sont pas motivés, ne sont pas choses là, quelque part aussi, le système de management est parfois défaillant juste parce que l'intérêt qui est recherché, c'est un intérêt pécuniaire. Donc, on veut maximiser la rentabilité, on veut maximiser le profit. C'est d'ailleurs pour ça... Au détriment du capital humain. Non, mais c'est pour ça que l'entreprise est installée à avoir la rentabilité. Mais il y a la contrainte de ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Aujourd'hui, il faut absolument veiller à ce que l'environnement dans lequel vous travaillez soit maintenu en l'état. Sinon, vous pouvez avoir une rupture dans la production. Ensuite, le personnel qui travaille, ça c'est le social. Non seulement la rémunération, il faut trouver des éléments de récompense pour le galvaniser, pour le motiver à donner le meilleur de lui-même. Et même permettre que parfois même, ceux-là, ils puissent se prendre en charge plus tard.
avec le management en place. Voilà, donc, je voulais poser cette question à M. Roland Ribou. Est-ce que, comme c'est arrivé au Brésil, par exemple, dans les industries brésiliennes, est-ce que, puisque nous parlons d'investissement privé, est-ce que l'implication du personnel de l'entreprise en termes de participation à l'actionnariat de l'entreprise pourrait être un élément motivateur et de pérennisation de l'entreprise? Oula, c'est pas seulement le Brésil, en France on a essayé aussi ça, la participation du général de Gaulle, oui. Oui, pourquoi pas. Mais enfin, il doit y avoir une éducation à la base, si vous voulez. Il faudrait que les gens comprennent, c'est pas si facile. Parce que l'entreprise peut faire des pertes, comme disait le docteur Sokegbe. Oui. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Oui, pourquoi pas, oui. Ça peut être envisagé. Mais je pense, les actionnaires sont un peu réticents. Parce que eux, ils mettent leur capital, les autres, on leur distribue les actions, finalement. On ne les leur vend pas, on les distribue, en réalité. Hein. Donc, c'est un peu sophistiqué. C'est un terrain glissant. Oui, c'est un terrain un peu difficile, je crois, oui. Bon, moi, je trouve que tout au début, ça peut ne pas être une obligation. Non, pas au début, disons, dans la phase de croissance ou bien de... Oui, non, parce que au moment où il montait son entreprise, il n'avait pas encore le personnel. Mais, c'est chemin faisant, vu les résultats, les rendements, qui peut faire cette ouverture pour les rassurer davantage que c'est l'affaire à nous tous. Vous voyez, c'est parce que... Oui, c'est l'affaire à nous tous, c'est parce qu'il y a des craintes. Quand vous ouvrez votre capital... Donc, vous diluez votre pouvoir. Il y a la dilution donc, du pouvoir lorsque le capital est dehors. Donc, ce sont ces risques-là, parfois, c'est des risques mineurs. Donc, il ne faut pas vraiment en tenir compte pour ne pas avoir la flexibilité et la souplesse de prendre les bonnes décisions, même si elles sont stratégiques. D'accord. Allez, c'est très intéressant ce débat, mais le temps commence par nous tacler. Monsieur Roland Ribou, si vous deviez faire des propositions à l'État béninois pour que davantage d'investisseurs privés arrivent dans le pays et contribuent au développement du tissu économique, quelles seraient vos propositions ce matin sur ce plateau? On a déjà évoqué ce sujet il y a une demi-heure. Bon, je répète, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin de dialogue public-privé. Dialogue public-privé. Privé entre les secteurs économiques, parce que chaque secteur a ses problèmes. Donc, que l'État puisse dialoguer à partir de business plan. Donc, on veut faire ça, mais voilà, les obstacles sont ceci, cela, etc. Et puis, en ce moment, l'État dit, ah ben non, c'est pas possible, ça c'est possible, etc. Et puis, on peut évoluer. Mais il faut qu'il y ait vraiment ce dialogue. Nous, on a pu l'instaurer sur la fiscalité, et ça a donné quand même de bons résultats, même si l'État est énorme par rapport à nous qui sommes minuscules dans le domaine de la fiscalité, je veux dire. Mais ça peut être que bénéfique, oui, tout à fait. Donc il faut se parler, c'est indispensable. Docteur Gérard Sokegbe, si vous devez faire des propositions pour que l'investisseur privé soit rassuré et que le travailleur soit rassuré, et que l'État aussi s'en sorte à bon compte. Bon, et des propositions ou choses, moi je peux dire d'abord que le privé et le public sont appelés à conjuguer leurs efforts pour assurer le développement du pays. Et l'État le reconnaît. Et c'est pour ça d'ailleurs que si le gouvernement travaille à renforcer le tissu productif, vous savez, l'investissement par rapport au PIB a doublé. Donc c'est très important. Donc je viens de donner les chiffres. C'est-à-dire que l'État continue à mettre en place les infrastructures, donc qui, voyez, vont impacter l'investissement privé. Parfois, il y a trois tendances. Soit l'investissement public n'a pas d'effet significatif sur l'investissement privé. On va dire il y a ce qu'on peut appeler neutralité, où l'investissement public peut évincer ou bien se substituer à l'investissement privé, ou l'investissement public joue un rôle de complémentarité et d'entraînement. C'est le cas spécifique chez nous. Donc, ce que nous devons souhaiter et encourager, c'est que l'investissement public, qui doit être le préalable à l'investissement privé en termes de mise en place des infrastructures de base, les routes, la technologie,
tout ce qu'il faut pour que quelqu'un qui produit à Djougou, qui produit à Copago, qui produit à Segbana, qui produit à Moueri, à Djidja, n'importe où, l'investisseur puisse écouler, l'État va s'investir davantage à le faire. Maintenant, les questions de fiscalité et autres sont toujours des débats. Mais débats juste parce que ce que l'investisseur réclame en termes d'infrastructure, en termes de services de base qu'on va lui offrir, il faut que l'État... Le développement de ses affaires. Oui, il faut que l'État puisse avoir les moyens pour les mettre en place. S'il renonce à toute la fiscalité, il ne peut pas avoir les moyens. Ce que vous avez appelé l'hypergénérosité fiscale, qui ne doit pas il faut l'éviter, dans la mesure du possible. Non, il faut l'éviter. Donc, c'est ça qui permet, vous voyez, moi j'ai dit, l'État investit beaucoup, parce que les investissements sociaux, par exemple, l'éducation, la santé, la protection sociale, c'est pour que les citoyens soient économiquement productifs. D'accord? Pour que le privé puisse trouver des bonnes personnes capables. Donc l'État doit continuer par offrir ses services de base, à faire les investissements, à continuer toujours par dialoguer avec le secteur privé, puisque c'est la main dans la main. Monsieur Ribot l'a dit aussi, le dialogue privé-public. Ensuite, l'État offre beaucoup de possibilités au secteur privé. Moi, qu'est-ce que je vois? Moi, j'ai pris part la route des pêches là. Hein, c'est d'ailleurs par là où je suis passé pour venir. Mais je peux te dire que l'État a fait beaucoup d'investissements. Donc, je prie le secteur privé pour aller voir ce qu'on peut faire. Hein, les investissements de convivialité, comment on va dire ça? De plaisance. Le tourisme. Je crois qu'il y a quand même, le gouvernement a un gros programme dans ce secteur-là. C'est plus au gouvernement. Non, le gouvernement ne va pas construire, mais le gouvernement met en place les conditions et fait appel au privé. Et ça, je pense que je pense que c'est des opportunités. Vous pouvez partir du secteur de agroalimentaire, bien agro-industrie. Et se retrouver dans l'hôtellerie, le tourisme. Vous portez ce message-là, que c'est des opportunités aussi. Et l'État entend que vous puissiez les saisir pour les rentabiliser. Docteur Gérard Sokegbe, on vous aura compris. Mesdames, Messieurs, vous avez compris. Hein, nous avons parlé d'investissement privé en République du Bénin. Nous espérons avoir apporté un petit plus, peut-être des idées de business, pourquoi pas ce matin. Merci, chers amis invités. Monsieur Roland Ribot, je rappelle que vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Merci d'avoir répondu à notre appel. Docteur Gérard Sokegbe, vous êtes macroéconomiste. Merci de nous avoir éclairé également. Bonne journée à vous tous. Mesdames, Messieurs, on va marquer une pause pour retrouver Marcel Akhossi pour la revue de presse. Après 22 mois d'activité, le bilan est élogieux. Nous avons... La limitation de la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet POSEP. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux, si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on essaie à chaque fois de leur répéter le pâturage naturel, qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin.
bientôt, mesdames, messieurs. On va retrouver Marcel Akhossi dans une seconde pour la revue de presse dont voici le tapis. Marcel Akhossi, les démocrates selon Fraternité sont en difficulté. L'interdiction du meeting de reddition de comptes du parti d'opposition Les Démocrates continue de faire couler beaucoup d'encre tandis que les députés du parti dénoncent une violation des libertés fondamentales. La mairie d'Abomey-Calavi justifie par exemple la décision par un manque de conformité aux procédures administratives. Dans une conférence de presse à Cotonou, le groupe parlementaire Les Démocrates a vivement dénoncé les interdictions répétées de ces activités politiques, surtout dans plusieurs villes, dont Malanville, Ouaké et Abomey-Calavi, rapporte Fraternité. Le député Ogmon Dima Kolaolé s'insurge contre ce qu'il qualifie de discrimination politique et rappelle que la loi garantit aux partis le droit d'animer la vie politique. Il accuse les autorités communales et la police républicaine de violer les tests fondamentaux du pays. Il n'y a pas un Bénin de l'UP Le Renouveau et du BR et un autre Bénin pour les démocrates, se désole-t-il. Selon lui, les maires n'ont pas le pouvoir d'interdire une manifestation politique et exhorte le chef de l'État à recadrer les autorités locales et la police pour éviter de telles situations à l'avenir, rapporte Fraternité. De son côté, le maire Angelo Arandinou donne une toute autre version des faits selon l'événement précis. Interrogé par BIP Radio, il affirme que le parti n'a pas complété toutes les formalités requises pour obtenir l'autorisation. Selon lui, le premier site choisi par les démocrates n'était pas en sécurité et il leur aurait conseillé de trouver un enclos ou une salle adaptée. Il souligne que la mairie ne peut signer une autorisation qu'après réception et traitement complet du dossier, ce qui n'aurait pas été le cas dans cette affaire. Ils ont relancé la demande autrement en apprêtant un autre endroit, mais leur dossier traité ne m'a pas été transmis pour signature, dit le maire. Le maire insiste donc sur le fait que le problème n'était pas politique mais administratif et qu'il suffit que le parti suive la procédure pour obtenir son autorisation, pointe l'événement précis. Ce nouvel épisode opposant les démocrates et les autorités locales met en lumière une divergence entre lecture politique et cadre administratif. D'un côté, l'opposition dénonce une entrave à ses activités, tandis que la mairie met en avant le respect des procédures. Marcel Akhossi, notre pays, le Bénin, en matière de lutte contre la corruption, gagne des points. Le dernier rapport de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption confirme les avancées du Bénin en matière de gouvernance et de transparence. La digitalisation des services publics qui réduit les contacts directs entre agents et usagers, limitant ainsi les risques de corruption. Le renforcement des institutions de la lutte contre la corruption, notamment l'autorité nationale de lutte contre la corruption et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui intensifient leurs actions. Une meilleure transparence dans l'attribution des marchés publics garantissant plus d'équité dans les contrats d'État. Le matinal revient sur les résultats détaillés du rapport de Transparency International précisant que le Bénin a progressé de 2 points atteignant 45 sur 100 et se classant 69e sur 180 pays. Le journal compare aussi les performances du Bénin à celles des autres pays africains. Les Seychelles 71 sur 100, le Cap-Vert 64 sur 100 et le Botswana 59 sur 100 restent les mieux notés du continent. À l'inverse, la Guinée équatoriale 17 sur 100, le Soudan du Sud 13 sur 100 et la Somalie 11 sur 100 sont les plus corrompus selon le matinal. Ces chiffres montrent que l'Afrique subsaharienne présente des disparités en matière de transparence, mais le Bénin se démarque par ses efforts constants pour améliorer sa gouvernance. Malgré ces progrès, l'emblème du jour rappelle que la lutte contre la corruption est un combat de longue haleine. Le journal insiste sur la nécessité de renforcer l'implication de la société civile dans la veille citoyenne, continuer les réformes
réformes judiciaires pour garantir une application stricte des sanctions. Continuer donc ces réformes, éduquer à l'éthique et à la transparence en instaurant des valeurs de probité dès les plus jeunes âges. Dans tous les cas, la vigilance doit rester de mise car le chemin vers une transparence totale est encore long. Et nous ferons notre marche progressivement vers le développement dans toute la transparence qu'il faut. Marcela Rossi, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Avec le même plaisir. Allez, c'est toujours un plaisir de collaborer avec vous sur ce programme télévisuel. Programme télévisuel dont l'édition d'aujourd'hui prend fin ici et maintenant. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de journée en compagnie des programmes de la chaîne du service public. À bientôt.